Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Récemment, j'ai fait un coaching de groupe avec plusieurs membres de ma communauté. D'ailleurs, il y en a peut-être qui m'écoutent, qui étaient là. Et c'était un coaching de groupe, en fait, qui était sur la planification. Et ce coaching-là était offert gratuitement aux personnes qui ont acheté mon agenda le soir du grand dévoilement du mois d'août dernier. Un événement qui est toujours très, très attendu. Donc, on était 1 heure ensemble et je répondais à certaines questions que j'avais reçues en avance, mais aussi à plusieurs questions que j'ai reçues en direct. Et étant donné que j'ai pas réussi à répondre à toutes les questions que j'ai reçues et que vos questions étaient tellement pertinentes, j'ai eu envie de faire un épisode pour justement répondre à certaines questions qui sont demeurées non répondues. Je vais aujourd'hui répondre à 10 questions qui devraient très certainement vous aider à mieux planifier, à mieux gérer vos priorités, à mieux gérer les imprévus. Bref, ça mérite vraiment d'être écouté. Alors, sans plus tarder, je plonge dans le vif du sujet en répondant à 10 questions qui viennent directement de vous. La première question vient de Shania et elle disait: comment choisir nos priorités hebdomadaires en faisant la différence aussi entre les priorités personnelles et professionnelles? Donc, moi, ce que j'ai envie de répondre à Shania et aussi à toutes les personnes qui se poseraient cette question-là, en fait, pour choisir nos priorités de la semaine, moi, je pense que c'est bien de miser sur qu'est-ce qui est important et non urgent. Parce que souvent, quand on va se fixer des priorités, on va souvent miser sur juste qu'est-ce qui est urgent. Comme par exemple, « Hey, j'ai un rapport à envoyer à mon patron vendredi » ou comme « c'est vrai, il faut absolument que je réponde à telle personne cette semaine. » Donc, on voit vraiment qu'il y a un sentiment d'urgence et quelque chose qui est urgent, ça veut dire qu'il y a un délai très, très rapproché. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller un petit peu plus loin avec vos priorités de la semaine. Puis, si vous le savez pas, moi, je prône le fait de ne pas avoir 27 priorités dans une semaine, mais bien 3. Oui, juste 3 priorités dans une semaine. Puis, moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous êtes moindrement professionnel, le rapport que vous devez envoyer à votre patron avant vendredi ou bien le courriel auquel vous devez absolument répondre, si vous êtes moindrement professionnel, vous allez le faire. Ce qui fait que pour les 3 priorités de la semaine, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est misez pas sur les urgences parce que si vous êtes professionnel, vous allez le faire. Misez plutôt sur des choses qui sont importantes, mais justement qui sont pas urgentes. Puis c'est quoi des choses qui sont importantes et non urgentes? Je vais faire un résumé très rapide, mais si vous voulez vraiment aller en profondeur avec ce sujet-là, je vous inviterai plutôt à vous inscrire à mon webinaire gratuit sur la gestion des priorités. Ça vous permettrait vraiment d'aller plus en profondeur avec ce fameux sujet-là, qu'est-ce qui est important puis qu'est-ce qui est urgent. Mais les choses qui sont importantes et non urgentes, là, c'est souvent les choses qu'on a vraiment envie de faire, mais qu'on ne s'autorise pas de faire dans notre semaine parce que justement, c'est pas urgent. Par exemple, moi, dans mon ancien travail, qu'est-ce qui était toujours important et jamais urgent, c'était tout ce qui était en lien avec la gestion d'équipe. Moi, j'étais chef d'équipe d'une petite équipe, en fait, d'employés, puis, créer des outils pour que mes équipes soient plus productifs ou bien comme faire du contrôle qualité, c'est toutes des choses que j'avais vraiment envie de faire, mais je me donnais jamais l'autorisation de le faire, justement parce que personne n'attendait après ça, donc c'était pas urgent. Donc, les tâches importantes et non urgentes, c'est souvent des choses qu'on a vraiment envie de faire, mais qu'on ne s'autorise pas de faire, justement parce qu'il n'y a pas de délai urgent. Et j'aurais même envie de vous dire que les choses qui sont importantes et non urgentes, là, c'est souvent des choses qui sont directement liées à nos objectifs de réalisation. C'est vraiment des choses que quand on les fait, on a un sentiment d'accomplissement quand on les fait. Alors, j'imagine qu'en disant ceci, là, vous avez sûrement plein de petites idées qui ont popé un peu dans votre tête en vous disant « Ah oui, ça c'est important, mais pas urgent ». Donc, vos priorités, ça devrait tourner autour de ça. Moi, j'aime utiliser justement les 3 priorités de ma semaine comme étant les 3 pas concrets que je vais faire pour me rapprocher de mes objectifs ou de ma vision.
Donc, je vous déconseille d'utiliser vos 3 priorités de la semaine pour juste exécuter les tâches habituelles. Puis peut-être que de temps en temps, vous allez tellement être submergé par la grande quantité de choses que vous avez à faire dans une semaine que peut-être que vous aurez vraiment, mais vraiment pas le temps pour justement vous mettre des choses qui sont importantes et non urgentes. C'est correct, ça arrive, ça m'arrive à moi aussi. Cependant, si vos 52 semaines dans l'année sont toujours des choses de nature urgente, à ce moment-là, ben c'est là qu'on peut avoir un peu une perte de sens, c'est là qu'on a un peu l'impression d'être en mode survie, puis c'est là aussi qu'on a l'impression de toujours être réactive et non proactive. Donc, c'est normal que ça arrive de temps en temps, mais si ça arrive 52 semaines par année, ben là, c'est peut-être qu'il y a une gestion du temps un petit peu plus en profondeur qui devrait être retravaillée. Mais autrement, de façon générale, essayez d'utiliser vos 3 priorités de la semaine pour justement que ce soit des pas concrets vers la réalisation de votre vision ou bien de vos objectifs. Également, j'ai une autre question en lien avec la gestion des priorités qui va venir un petit peu après, donc j'allais aller plus loin, mais je pense que je vais attendre et voilà. Puis ensuite, la deuxième question, je m'en vais justement vers là parce que c'est encore en lien avec les priorités. La deuxième question me vient de Karen, elle me demandait comment choisir vraiment 3 priorités par semaine? Puis, il y a comme une sous-question, elle me disait, est-ce que tes priorités sont précises ou vagues? Puis là, elle me donnait un exemple. Elle a dit, si par exemple, cette semaine, je veux travailler sur mon plan d'affaires, est-ce que je marque seulement plan d'affaires? Est-ce que j'écris terminer le plan d'affaires? Ou bien si j'écris compléter telle section du plan d'affaires? Alors, pour répondre à Karen, mais aussi à toutes les personnes qui se poseraient ce genre de questions, à savoir comment on fait pour choisir nos priorités, puis justement, comment est-ce qu'on les précise, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de miser sur une tâche claire qui est liée à un projet. Donc, une priorité, ça ne devrait pas être vague. Surtout pas si vous débutez, non, pas si vous débutez, mais surtout pas si vous avez un peu de la difficulté des fois avec la gestion de vos priorités. Puis je dis ça, puis en fait, j'ai pas de difficulté, moi, avec ma gestion de priorité, mais je m'assure quand même que mes priorités soient très claires. Alors, on va miser sur quelque chose qui est clair. C'est ça qu'on va retenir. Et puis on va prendre un exemple concret, puis je vais rebondir un petit peu sur l'exemple de Karen qui parlait d'un plan d'affaires. Donc, si le projet, c'est le plan d'affaires, bien, la priorité, ça devrait pas être plan d'affaires, parce que ça va être trop vague. Il faudrait vraiment miser sur une tâche précise, comme par exemple, rédiger le chapitre 1 du plan d'affaires. Ou bien un autre exemple, ça pourrait être faire 2 appels pour l'étude de marché de mon plan d'affaires. Ou bien ça pourrait être de travailler 1 heure sur mon plan d'affaires. Je veux mettre l'emphase ici sur l'importance que ce soit clair, qu'est-ce qu'on a à faire et d'être précis et non vague par rapport à la gestion de nos priorités et par rapport aux 3 priorités de la semaine. Parce que si c'est pas clair, ça veut dire que vous allez devoir prendre une décision quand vous allez être rendu à attaquer cette priorité-là. Et on prend tellement de décisions dans une journée. Là, il y a des études, je pense, qui disent qu'on prend quelque chose comme 35 000 décisions dans une journée. Puis oui, là-dedans, il y a des décisions anodines, mais ça s'accumule. Ce qui fait que si c'est pas clair, quand vous allez être rendu à faire la tâche, vous allez devoir prendre une décision. Et le simple fait de devoir prendre cette décision-là, ça se peut que ça vous fasse procrastiner. Parce qu'il y a différentes choses qui vont peut-être vous faire procrastiner. Peut-être que, justement, vous allez encore pas savoir quoi faire, donc vous n'allez pas le faire. Ça se peut que vous perdiez aussi votre temps en vous disant « Ah ben là, est-ce que je commence par ça? Est-ce que je commence par ça? Est-ce que je commence par ça? » Donc, vous allez peut-être, si vous aviez juste 1 heure pour travailler là-dessus, peut-être que votre heure va s'envoler seulement parce que vous n'aurez pas justement réussi à décider ce que vous alliez faire. Puis aussi, de définir en avance clairement c'est quoi la tâche dans le plan d'affaires, par exemple, que vous allez faire, ça va créer une distance émotionnelle. Ce qui fait que si c'est déjà choisi, la décision est déjà prise, quand vous allez arriver à cette tâche-là, vous allez le faire. Alors que si vous devez choisir quelle tâche du plan d'affaires vous allez le faire rendu au moment d'accomplir cette tâche-là, étant donné qu'il y a des émotions qui vont entrer en ligne de compte, là, vous n'allez peut-être pas faire nécessairement ce qui est important de faire. Vous allez peut-être juste faire qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui prend le moins de temps et pas nécessairement la tâche réellement importante à faire dans le plan d'affaires. Fait que c'est ce que j'aurais envie de répondre ici pour cette question-là, à savoir est-ce qu'on est précis ou vague avec les priorités. 3e question, est-ce normal qu'une tâche revienne semaine après semaine? Écoutez, est-ce que c'est normal? La vérité, c'est que oui, ça arrive. Mais est-ce que c'est normal que ça arrive toujours? Alors là, non. Si ça arrive toujours, je pense qu'il y aurait peut-être un petit peu de travail à faire ici, puis je donne quelques conseils. Donc, si la tâche revient semaine après semaine, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de choses qui peuvent s'être passées. Peut-être que vous avez manqué de temps.
Puis si ça arrive, c'est normal, ça m'arrive à moi aussi. Cependant, si vous manquez toujours de temps pendant 16 semaines consécutives pour faire cette tâche-là, bien là, c'est peut-être que vous ne lui accordez pas l'espace qu'elle mérite dans votre semaine, cette tâche-là. Ça se peut aussi que la tâche ne soit pas suffisamment importante. Alors, pourquoi est-ce qu'on la garderait dans notre agenda? Ça se peut aussi que c'est parce qu'elle n'est pas assez claire. Des fois, juste le manque de clarté, on ne sait pas par où commencer, on ne va pas attaquer cette tâche-là. Puis ça se peut aussi que ce soit parce que votre tâche, c'est pas une tâche, c'est un projet. Moi, je vous invite à toujours planifier à votre agenda des tâches et non des projets. Puis je vais reprendre le plan d'affaires parce que l'exemple a été donné précédemment, mais un plan d'affaires, c'est un projet. Et c'est très long à faire. Et dans ce projet-là, il y a plusieurs tâches à faire. Même chose si vous devez, ça peut être de rédiger un rapport quelconque, ça peut être d'organiser un événement, ça peut être de... Bref, il y a plusieurs choses qu'on met souvent dans notre agenda qui sont des projets. Et si vous mettez des projets, c'est très gros, ça devient très... ça peut même parfois devenir angoissant à attaquer. Donc, c'est ici que j'aurais vraiment envie de vous dire de fragmenter toujours vos projets. Tu sais, quand vous planifiez votre semaine, fragmentez toujours vos projets dans le but de planifier des tâches et non des projets. Ça va être beaucoup plus clair et ça risque en fait d'éviter que ça revienne semaine après semaine. Parce que le danger quand les semaines, pas quand les semaines, mais lorsque les tâches reviennent semaine après semaine, c'est très démotivant parce que d'un, on a l'impression de toujours faire la même chose. De deux, ça nous donne un peu le sentiment qu'on n'est pas très efficace, pas très organisé, c'est pas très satisfaisant. Et c'est un peu une perte de sens. Donc, si par exemple, vous avez un projet X qui doit se travailler sur 6 mois, parce que c'est peut-être un gros projet d'envergure, mais si c'est toujours le même projet que vous voyez semaine après semaine, c'est déprimant un petit peu là, de toujours le revoir, c'est démotivant. Alors, essayez de le fragmenter, ce qui fait que vous allez, plutôt que d'écrire projet X, projet X, projet X à toutes les semaines, là, vous allez peut-être avoir tâche A du projet X. La semaine d'après, ça va peut-être être la tâche B puis la tâche C. Donc, vous allez avoir l'impression de voir votre projet évoluer plutôt que de toujours le voir comme étant quelque chose qui n'est pas terminé. Quatrième question qui vient d'Isabelle. Elle me demande « Comment gérer le suivi de la réalisation de mes tâches personnelles versus professionnelles? » Elle me disait « Je suis dans un timing où j'essaie de mettre la priorité autant sur ma vie personnelle que professionnelle, mais on dirait que j'ai de la difficulté à rallier les deux dans ma planification. » Ce que j'aurais envie de dire à Isabelle, c'est, en un premier temps, parce que c'est intéressant, là, elle a dit « J'essaie de mettre la priorité autant sur ma vie personnelle que professionnelle. » Alors, c'est peut-être là, en fait, le souci, c'est peut-être là la difficulté. Est-ce que c'est réaliste dans la vie présentement où est-ce que Isabelle se trouve, par exemple, si je m'adresse directement à elle, est-ce que c'est réaliste de vouloir mettre la priorité sur les deux endroits en même temps? Parce que si on essaie de tout prioriser dans notre vie personnelle et de prioriser aussi plein d'aspects dans notre vie professionnelle, au final, c'est comme s'il n'y avait rien de prioritaire. Fait que ce serait peut-être intéressant ici de définir elle est où la vraie priorité. Et si on doit vraiment être un peu en priorité dans notre vie personnelle et professionnelle, il faudrait peut-être identifier un élément dans la vie personnelle qui est prioritaire et un élément qu'on pourrait prioriser, par exemple, dans la vie professionnelle. Et je vais donner des exemples parce que je sais qu'avec les exemples, c'est plus facile parfois d'apprendre et de comprendre. Je sais pas, là, si on a un nouvel enfant dans notre vie, on revient d'un congé de maternité, puis là, on veut remettre le focus sur notre vie professionnelle parce qu'on en a envie, parce qu'on veut que nos clients sachent qu'on est de retour et tout ça, mais en même temps, on a un nouveau bébé à la maison, on veut être super présent, peut-être même plus qu'avant. Donc, ça serait peut-être de se dire, OK, c'est quoi l'élément non négociable dans ma vie personnelle? Est-ce que c'est d'être disponible à tous les soirs à partir de 16h30 pour faire toute la routine avec mon enfant puis d'être pleinement présente? Est-ce que c'est juste d'être disponible pour quand mon enfant va se coucher parce qu'on sait que peut-être notre partenaire va faire la routine avant? Donc, ça serait de voir ce serait quoi le non négociable. Puis même du côté professionnel, c'est quoi la priorité du côté professionnel? Est-ce que c'est de vraiment... toujours être capable de bien préparer les rencontres pour vraiment être capable de rayonner dans les rencontres pour que justement les gens sachent que je suis pleinement là? Est-ce que c'est au contraire, autre chose? Donc, c'est vraiment de se questionner si on veut prioriser à la fois le personnel et le professionnel, c'est quoi les éléments qu'on veut prioriser pour être capable d'un peu laisser tomber le reste? Je pense que c'est aussi important ici de s'assurer que les objectifs qu'on se fixe, tant du côté perso que professionnel, qu'ils sont alignés entre eux, qu'ils fonctionnent entre eux. Parce que, là, je vais encore donner un exemple, j'étais comme partie sur mon idée de congé de maternité, là, mais mettons, on revient d'un congé de maternité, puis on veut justement, je sais pas, là, dans les 3 mois qui suivent notre retour au travail, je sais pas, on peut décrocher une promotion parce qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre dans 3 mois. Peut-être que
directement au retour d'un congé de maternité, de viser une de nos plus grosses promotions de notre carrière dans les 3 mois, c'est peut-être pas aligné avec la réalité d'une maman qui revient d'un congé de maternité, qui a une nouvelle habitude complètement avec laquelle elle doit s'habituer, qui est d'allier le travail avec un nouvel enfant, par exemple. Fait que je suis pas ici pour vous dire que c'est pas possible, mais de façon générale, ça se pourrait qu'une situation comme celle-ci ne soit pas alignée. Donc, c'est de se questionner ici. Voilà. Puis je regarde ici mes petites notes s'il y avait d'autres choses que je pouvais dire pour répondre à la question d'Isabelle. Ah ben oui, en fait, j'ai peut-être quelque chose de supplémentaire. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que mes tâches personnelles, je les planifie dans mon agenda. J'allais dire dans mon agenda professionnel, mais en fait, j'ai pas d'agenda personnel ou professionnel. J'ai un agenda, point. Et dans mon agenda, je mets toutes mes tâches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, ce qui fait que tout est au même endroit. Donc, ça me donne une réelle vue d'ensemble de tout ce que j'ai à faire. Et ça évite aussi qu'il y ait des choses qui tombent dans la craque. Alors, ce serait un conseil supplémentaire que j'aurais peut-être à donner, ce serait de tout mettre au même endroit. Puis là, c'est là que peut-être justement, on va se rendre compte que ça coince. Et de se dire, oh, OK, ben là, j'en ai peut-être trop pour cette semaine, finalement, donc je vais enlever des petites choses du côté perso ou enlever quelques petites choses du côté professionnel pour avoir une semaine qui est plus réaliste et me donner la chance de réussir cette semaine-là, finalement, et d'être fière de moi. 5e question qui vient d'Aïcha, elle disait « Est-ce que tu as des conseils pour les professionnels ou les gestionnaires qui ont beaucoup d'urgences et d'imprévus? » Puis là, elle disait « Souvent, j'arrive à bien planifier ma semaine et mes journées, mais une urgence client ou interne arrive et tout le reste doit être mis de côté. » Elle dit « C'est difficile de prévoir dans mon domaine parce qu'on n'a pas de mandat récurrent, mais plutôt des demandes imprévues de clients. » Je trouve cette question-là excellente parce que je sais qu'il y a une grande quantité de professionnels qui vivent cette réalité-là. Donc là, vous mettez en application tous mes beaux trucs de planification et là, vous commencez la semaine, vous êtes motivé, vous avez l'impression d'être en contrôle, puis là, pouf, vous avez des demandes puis des urgences qui arrivent à droite et à gauche qui fait que vous devez mettre votre planning de côté et ça crée une frustration finalement parce que vous vous sentiez en contrôle, puis là, pouf, il n'y a plus de contrôle du tout, puis vous avez l'impression de retomber dans un mode de réactivité. Donc, pour toutes les personnes qui, comme Aïcha, se sentent comme ça et que vous vivez ce défi-là, la solution, ça réside vraiment dans le temps que vous allez planifier pour les imprévus. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, puis je trouve ça important de le rappeler parce que peut-être que vous ne l'avez pas entendu ou peut-être que vous n'étiez pas prête aussi à entendre ça. Mais vraiment, si vous savez que vous vivez beaucoup d'imprévus, essayez d'analyser combien d'imprévus vous vivez dans une journée. Vivez-vous 20%, 35%, 50%, 70%? Voilà, c'est de se questionner c'est quoi mon pourcentage d'imprévus dans la semaine. Puis, parce que là, je vais répondre un peu directement à Aïcha, elle disait qu'elle était gestionnaire. Donc, les gestionnaires, souvent, c'est parce qu'on gère des gens, on gère des humains, on gère beaucoup de choses. Les imprévus, ça représente souvent 50% dans la vie d'un gestionnaire. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'il faudrait libérer, à ce moment-là, 50% de notre planning. Ce qui veut dire que, là, je vais y aller avec des chiffres très clairs, très rapides pour donner un exemple. Si on travaille 40 heures dans notre semaine puis qu'on a 50% d'urgence, ça veut dire qu'on devrait seulement se planifier 20 heures de tâches et de rendez-vous. Ce qui fait qu'on aurait un 20 heures qui serait complètement vide. Et je sais que le vide fait peur. Et surtout quand on est dans la performance et qu'on se met des standards élevés sur les épaules et qu'on se met beaucoup de pression, je sais que ça peut être impossible, en fait, de se dire, voyons, je ne vais pas laisser 50% de mon horaire vide, je pourrais tellement l'optimiser en faisant autre chose. Mais le danger, c'est que si on ne le fait pas, c'est un petit peu comme si on faisait du déni ou bien de l'auto-sabotage, parce qu'on le sait qu'il va y avoir 50% d'imprévus qui vont arriver. Alors, autant prévoir le temps à l'horaire pour ça. Parce que si on ne le fait pas, les semaines vont se suivre, puis on va toujours être dans l'essoufflement, on va toujours être un peu dans le... On ne sera pas dans la fierté, on va toujours se taper sur la tête en se disant... Je suis pas assez organisée, je suis pas assez structurée, je travaille pas assez, il va falloir que je travaille plus. Alors qu'au final, si on libère notre agenda de 50%, on va être capable de pallier aux 50% d'imprévus qui vont surgir. Et puis, si par magie, il y a une semaine où vous avez juste 40% d'imprévus, avec le 10% de temps supplémentaire que vous allez avoir, vous pourriez en profiter pour peut-être travailler moins si c'est une possibilité. Si vous devez quand même faire vos heures, peut-être que là, vous allez pouvoir prendre de l'avance sur d'autres projets ou vous allez peut-être juste pouvoir faire des choses un peu plus spontanées. Donc, c'est le conseil que j'aurais à dire ici. Je pense que c'est vraiment, quand on a beaucoup d'urgence et d'imprévus, c'est de prévoir du temps à l'horaire pour ça. Donc, du temps, littéralement du temps vide. On peut appeler ça aussi des périodes tampons pour pallier à ceci.
La 6e question qui vient de Karine, elle me demandait comment concrètement garder notre temps pour nous quand nous retournons au travail après un arrêt de maladie. La première chose qui me vient en tête pour répondre à cette question-là, c'est qu'il faut se mettre soi-même à l'horaire avant le reste. Donc, tout dépend bien entendu de c'est quoi la nature de l'arrêt de maladie. Est-ce que c'est parce qu'on s'est blessé? Est-ce que c'est parce qu'on est en épuisement ou quelque chose comme ça? Donc, c'est de se mettre à l'horaire avant. Comme, par exemple, moi, quand je suis revenue de mon épuisement professionnel, c'est sûr que ça a été différent, ma réintégration, parce que, bon, je suis pas retournée dans un bureau comme avant, j'ai bâti mon entreprise, j'avais mon enfant à temps plein à la maison, j'étais mon propre patron, donc c'était beaucoup plus flexible. Mais je sais que si j'étais retournée dans un bureau, il aurait fallu que je fasse mes heures comme avant, sauf que je me serais mis, moi, à mon horaire des choses qui me faisaient du bien. Donc, moi, comme je revenais d'un épuisement professionnel, c'était pas en raison d'une blessure physique, je me serais posé la question, OK, c'est quoi les activités que j'ai mis en place dans les derniers temps qui me font vraiment du bien, puis qui me permettent de garder un certain équilibre, une certaine stabilité dans ma santé mentale. Puis là, par exemple, ça aurait pu être la méditation, ça aurait pu être la lecture, ça aurait pu être un nombre d'heures dans ma semaine maximum pour travailler. Donc, je serais allée mettre toutes ces choses-là à mon horaire avant le reste. Si, par exemple, c'est un arrêt de travail pour une blessure physique, par exemple, ben peut-être qu'on doit continuer à faire des étirements, de la physiothérapie ou des choses comme ça, ou peut-être qu'il faut dormir un nombre d'heures précis dans notre semaine. Donc, je serais toute allée mettre ces éléments-là avant le reste. Donc, l'idée, c'est vraiment ici de tenter de voir c'est quoi qui est prioritaire pour vous. On pourrait le voir un petit peu comme des non négociables. Tu sais, je suis en arrêt de maladie, je dois retourner au travail. C'est quoi mes non négociables? Parce que peut-être que quand on est en arrêt de travail, on a soudainement beaucoup de temps, tout dépendant de la réalité des gens, bien entendu, mais souvent, on a beaucoup de temps. Donc, on a beaucoup de temps pour prendre soin de soi. Puis après ça, on se dit, comment je vais arriver à prendre autant soin de moi quand il va falloir que je retravaille un 30 heures, un 40 heures ou bien plus. Donc, il faut se questionner à savoir c'est quoi nos non négociables. Parce que peut-être qu'on faisait une multitude d'activités pour nous. Peut-être qu'on allait marcher à tous les jours pendant 1 heure, peut-être qu'on lisait pendant 2 heures, peut-être qu'on écoutait Netflix pendant 2 heures. On faisait tout ça dans la même journée. Mais là, c'est de se dire, mes non négociables, c'est quoi? Si on veut continuer à écouter la télé, à lire, puis à aller marcher, bien, il va peut-être falloir réduire la durée. Ou peut-être qu'on va se dire, bien, ce qui me faisait vraiment du bien, c'était aller marcher dans la nature plus que lire ou bien d'écouter la télé. Donc, c'est de voir nos non négociables et de les placer à l'horaire en premier. Puis, je pense que c'est aussi beaucoup important de se questionner à savoir de quoi on a besoin réellement pour, par exemple, préserver notre équilibre après un arrêt de maladie. Puis, garder en tête que cette réponse-là, tu sais, la question, c'est de quoi j'ai besoin pour préserver mon équilibre. Puis, sachez que cette réponse-là va changer avec le temps, donc n'hésitez pas à vous la poser souvent. Parce que si vous retournez au travail demain matin, la réponse que vous allez obtenir risque d'évoluer dans 3 semaines ou dans 3 mois. Donc, c'est à réévaluer cette question-là. Voilà. La 7e question qui vient de Magali, elle me disait c'est quoi faire de la planification plus avancée? En fait, pour répondre à cette question-là, ça va vraiment dépendre des personnes parce qu'il y a certaines personnes que pour eux, la planification hebdomadaire, ça va être une planification avancée parce qu'ils ont l'habitude de faire de la planification quotidienne. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, je vais vous dire c'est quoi les différents types de planification. On peut faire de la planification quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, biannuelle, annuelle et ou stratégique. Il y a aussi la planification et ou la gestion de projet aussi, qui peut être une autre forme de planification. Donc, si cette personne-là me demandait c'était quoi de la planification plus avancée, tout dépend vraiment où est-ce qu'on est rendu. Cependant, parce que je me fais quand même poser des fois cette question-là, puis souvent ces gens-là qui me posent la question, c'est des gens qui sont quand même dans mon univers depuis un certain moment. Donc, peut-être que la question était peut-être plus orientée au niveau de la planification stratégique ou de la planification de projet. Donc, la planification stratégique, ça, c'est vraiment plus une planification qui est en lien avec la vision, alors que de la planification de projet, c'est plus en lien avec un projet X, puis un projet X, on fait de la gestion de projet pour des projets souvent de moyenne à grande ou très grande envergure. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, sachez que j'aborde la planification de projet, entre autres dans une de mes formations qui s'appelle « Réaliser ses objectifs efficacement ». Pour ce qui est de la planification plus annuelle et stratégique, j'explique en fait c'est quoi puis comment je l'utilise dans l'épisode 73. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes, mais l'épisode 73, en fait, je faisais un retour sur la retraite de vision, de vision planning et de planification annuelle que j'ai fait au début d'année. Donc, j'explique justement c'est quoi et j'explique aussi comment moi je l'intègre. Puis, si jamais vous aimeriez vraiment savoir comment moi je fais ma planification stratégique puis toutes ces choses-là, ça, c'est des choses que je révèle dans mon programme d'accompagnement privé, le programme Croissance.
On a Diane maintenant qui me posait la question comment garder la constance dans nos bonnes résolutions? Elle me disait, j'y travaille avec des listes hebdomadaires et mensuelles, mais c'est toujours un grand défi, puis ça ne lui prend pas grand-chose pour perdre le focus, qu'elle me dit. Ce que j'aurais envie de répondre à Diane et à toutes ces personnes qui, comme elle, se sentent un petit peu parfois perdues par rapport aux résolutions qu'on se fixe en début d'année et qui parfois ne se réalisent pas comme on le voudrait, la première chose, moi, qui me vient en tête, ce serait de questionner à savoir est-ce qu'on en a trop? Est-ce qu'on a trop de résolutions? La réponse est peut-être oui. Alors, si c'est oui, je veux dire, des fois, il y a des personnes qui vont savoir qu'elles ont trop de résolutions et vont juste continuer d'en garder autant parce que sinon, ils vont avoir l'impression que c'est un échec que d'en enlever. Moi, je pense que si on réalise qu'on a trop de résolutions, c'est pas un échec que d'en enlever. Je pense qu'au contraire, c'est juste que ça va nous donner plus de chances de les réaliser. Si on en a trop, on peut donc choisir d'en enlever et les remettre à plus tard. C'est pas parce qu'on les enlève cette année qu'on les fera jamais. Des fois, c'est juste qu'on va choisir de leur accorder du temps de meilleure qualité peut-être dans les années à venir. Sinon, c'est peut-être de les répartir parce que la problématique est peut-être que c'est pas bien réparti dans l'année. Parce que souvent, avec la nouvelle année, on a une motivation intrinsèque assez forte qui va nous pousser à vouloir tout réaliser en janvier, de vouloir tout réaliser en même temps. Mais c'est très irréaliste de penser qu'on est capable de faire ça. Donc, ça serait intéressant à ce moment-là, en fonction des résolutions qu'on se met, de se dire, ben là, je vais en faire en janvier, après ça, ceux-là, je vais les commencer en mars, et ainsi de suite. Puis, je pense que c'est important aussi de se rappeler pourquoi on met en place ces résolutions-là. Si on a l'impression des fois que la motivation s'estompe, se rappeler pourquoi on a décidé de les mettre en place et de se reconnecter à ces émotions-là, ben ça peut justement nous donner un peu, nous souffler un peu le vent dans les voiles dont on a besoin quand parfois on perd le focus sur ça. Puis, je pense que c'est aussi important, il y a un paquet d'outils après ça qu'on peut utiliser là, pour garder le focus sur nos objectifs. Oui, de les garder en termes d'émotion, mais aussi, je sais qu'il y en a qui aiment ça travailler avec un tableau de visualisation, là, les fameux vision boards. Si vous voyez ça dans votre visage à tous les jours, vous risquez moins de perdre le focus. Il y en a qui vont les intégrer dans des affirmations quotidiennes. Il y en a qui vont faire des bilans, comme par exemple, moi, l'agenda de la planificatrice, qui est l'agenda imprimé que j'ai créé et que vous pouvez vous procurer, d'ailleurs. J'ai dans tous les bilans mensuels qui sont inclus dans l'agenda, il y a un rappel en lien avec les objectifs, ce qui fait que ça vous les remet littéralement dans la face à tous les mois. Donc, c'est ça. Donc, ce seraient les petits conseils que j'aurais envie de donner à Diane. Une autre question qui me vient de Karen, elle me dit quand tu as une idée de tâche, où vas-tu l'écrire pour ne pas l'oublier et ainsi le planifier au bon moment? Puis là, elle me disait un exemple, là, par exemple, « Ah oui, c'est vrai, telle chose doit être faite ou remise avant telle date, je vais écrire ça où concrètement? » Alors, moi, concrètement, ce que je fais, bien entendu, j'utilise mon agenda imprimé, donc l'agenda de la planificatrice, et pour les personnes qui m'écoutent qui ont cet agenda-là, à chaque semaine, il y a une section en bas à droite. Il y a une section qui s'appelle Notes qui revient à chaque semaine. Donc moi, là, si le mardi après-midi, j'ai un flash de quelque chose que j'avais oublié ou juste une idée de génie d'un projet que j'aimerais faire, mais plutôt que de me lancer sur cette tâche-là ou sur ce projet-là, je reste focus sur qu'est-ce que j'étais en train de faire, mais je vais déposer l'idée dans la section Notes de l'agenda. Ce qui fait que moi, c'est mon endroit sécuritaire. Je sais que quand mon idée est là, j'arrête d'y penser. Je peux donc retourner travailler sur ce que j'étais en train de travailler. Mais en même temps, je sais que mon endroit est dans un endroit sécuritaire où je ne vais pas l'oublier. Donc moi, je le mets là. Puis après ça, qu'est-ce que je fais une fois que c'est dans la section notes? En fait, c'est que quand je vais planifier la semaine à venir, je vais toujours re-regarder qu'est-ce que j'ai écrit dans la section notes. Donc, quand je vais arriver à cette note-là, je vais la remettre en question en un premier temps parce que des fois, on peut avoir un mardi après-midi l'idée du siècle, mais une fois que la poussière retombe, c'est peut-être plus tant l'idée du siècle. Alors, ça se peut que je fasse juste oublier cette idée-là, mais au moins, je vais l'avoir mis là puis je vais avoir pris la décision par rapport à est-ce que je la conserve ou si je la garde, ou si je la garde pas. Si c'est toujours une idée de génie, je vais me demander, OK, donc c'est quand ça doit être fait? Si jamais ça doit être fait pour la semaine à venir, je vais la mettre dans mon brain dump de la semaine à venir, puis ainsi la planifier. Si jamais c'est quelque chose qui est à faire pour vraiment plus tard avec une date précise, moi, ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, si vous avez l'agenda de la planificatrice, il y a une section dans la planification annuelle, là, dans les premières pages, là, les pages 25 à 27 pour être bien précise, il y a un genre de calendrier annuel
avec des lignes pour chaque journée de l'année. Donc, si c'est quelque chose qui doit être fait précisément le 16 juin, bien, je vais aller mettre ça le 16 juin pour ne pas l'oublier. Puis moi, bien, dans mon rituel de planification, à chaque fois que je planifie mes semaines, je vais toujours voir si dans mon petit mémo annuel, si j'ai des choses qui doivent être faites. Fait que ça, c'est une possibilité. Puis si jamais mon idée de génie, elle n'a pas de date précise et que je ne peux pas mettre ça le 16 juin, mais que c'est juste quelque chose à faire pour plus tard, à un moment donné, ou comme quand j'aurai le temps, bien moi, dans mon brain dump, j'ai toujours une section qui s'appelle « À faire plus tard », fait que je vais aller déposer ça là. Là, j'ai quand même utilisé le mot brain dump à quelques reprises et c'est vraiment un outil que j'utilise religieusement à chaque semaine quand je planifie ma semaine. Puis si vous savez pas c'est quoi ou si vous aimeriez en apprendre plus sur le sujet, je vais mettre le lien dans les show notes, mais j'ai un super bel épisode où j'explique concrètement c'est quoi un brain dump et comment l'utiliser. La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est une question de Émilie qui disait « Comment tu arrives à attaquer les tâches qui ne te motivent pas? » Pour les tâches, parce que ça m'arrive, là, moi, d'avoir des tâches qui ne me motivent pas et comment je les gère de mon côté, c'est que souvent, là, pour les tâches qui ne me motivent pas, je vais essayer de les planifier vraiment près du deadline. Donc, si c'est une tâche qui est à faire pour le 31 du mois, bien, plutôt que de me dire je vais le faire le 2 du mois, sachant très bien que je ne serai pas motivée, donc que je risque de procrastiner. Je vais le planifier, par exemple, peut-être le 29 ou le 30. Donc, il y a comme un sentiment d'urgence qui va être créé, ce qui fait que la motivation va... En fait, c'est comme l'urgence qui va un peu créer la motivation de faire cette tâche-là. Sinon, d'autres petits trucs, parce que ça dépend bien entendu de la nature de la tâche en question, ça se peut que je me commette à quelqu'un. Donc, ça se peut que je dise à telle personne « Hey, je vais faire ça pour telle date. » Ou parfois, vous le voyez peut-être pas, là, mais des fois, je me commets envers vous à travers mon contenu. Ça peut être « Hey, comme je vais sortir telle formation, telle date. » Bien, peut-être que j'ai envie de créer la formation, mais qu'il y a des tâches qui ne me tentent pas, mais de savoir que je me suis commise à vous, ça peut créer une motivation à avancer et attaquer certaines tâches. Il y a aussi plusieurs tâches que je n'aime pas. En fait, il y en a une à laquelle je pense. Là, à chaque mois, moi, ma comptabilité revient et ce n'est vraiment pas ma tâche favorite. Alors, pour ce genre de tâches-là, ben moi, je les fais pendant mes séances de travail croissance. Puis c'est quoi des séances de travail croissance? En fait, c'est une inclusion qui vient en fait avec le programme d'accompagnement privé que j'offre. Donc, toutes mes clientes ont droit à des séances de travail croissance. C'est des séances de travail où on se connecte aux 2 semaines pendant 2 heures. On est toutes chacune chez nous avec notre ordi, mais on a comme l'impression de faire du coworking tout ensemble. Puis, en début de rencontre, on se commet dans le chat en disant ça sur quoi on va travailler pour les 2 prochaines heures. Ensuite de ça, on travaille avec la technique Pomodoro. On limite toutes les distractions. Puis, le fait d'être ensemble, de savoir qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un, puis qu'on se commet en plus, puis qu'on travaille tout un peu sur des choses qui ne nous tentent pas nécessairement, ben voilà, c'est fou à quel point c'est efficace. Donc, moi, ma comptabilité est à jour à chaque mois, grâce aux séances de travail croissance. J'en ai autant besoin que mes clientes. Selon la nature de la tâche, ça se peut que je délègue certaines tâches aussi qui ne me motivent pas. Un autre petit truc aussi, ça peut être de commencer la semaine en attaquant les tâches qui sont moins motivantes. Puis là, l'idée, c'est peut-être pas de remplir notre lundi de plein de tâches démotivantes parce que là, vous n'aurez pas envie de commencer la semaine, puis ça, c'est pas le fun. Mais si on commence la semaine en attaquant des tâches qui sont moins motivantes, ben automatiquement, après ça, moi, je vais me sentir fière, ce qui fait que je vais un peu pouvoir surfer sur cette vague de motivation-là. Puis la dernière chose, encore une fois, ça dépend de la nature des tâches, mais ça se peut que je me fasse coacher aussi pour certaines tâches. Et là, pour ne pas le nommer, l'activité physique. Ça, c'est quelque chose que je veux intégrer davantage dans ma vie depuis des années. Et j'ai essayé tellement de trucs, là, puis j'ai tellement essayé de trucs, puis je n'étais pas capable par moi-même d'intégrer l'activité physique. Donc là, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est que je me suis engagée une kinésiologue avec qui je travaille et avec qui j'ai un rendez-vous à toutes les semaines en ligne. Et elle, tu sais, avant, pour utiliser la belle expression québécoise, là, je me choquais, littéralement, mais elle, je ne la choque pas. Donc, grâce à elle et au fait que je me suis engagée justement avec une coach, c'est comme si la tâche qui ne me motivait pas, soit de faire de l'activité physique, ben je le fais quand même. Voilà. J'espère que ça a résonné avec vous. J'espère qu'il y a une ou plusieurs questions que vous vous posiez secrètement de votre côté et pour lesquelles vous avez maintenant plus de clarté, plus de réponses. Maintenant que vous m'écoutez, peut-être que vous avez envie d'aller plus loin. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin avec votre planification, en fait, assurez-vous d'utiliser un agenda que vous aimez.
Si jamais l'agenda que vous utilisez présentement ne résonne pas avec vous, ne répond peut-être pas à vos besoins, ben ce serait peut-être un bon moment pour le changer. Tu sais, vous n'avez pas besoin d'attendre à l'année prochaine si l'agenda ne vous convient pas. Donc, si vous êtes avec un agenda papier, mais que vous réalisez que vous voulez peut-être plus un agenda électronique, changez. Puis c'est peut-être l'inverse. Peut-être que vous êtes avec un agenda électronique et que vous avez peut-être plus envie de retourner vers le papier. Faites-le. Si jamais vous avez un agenda avec lequel vous n'êtes peut-être pas pleinement satisfait, explorez peut-être l'agenda de la planificatrice. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je mets le lien dans les show notes. Il y a plein de descriptions, plein d'images, des vidéos aussi si jamais vous voulez l'explorer. Alors, je vous invite à aller cliquer et aller le découvrir si jamais vous en avez envie. Au moment d'enregistrer l'épisode et au moment où il sera diffusé, l'agenda annuel est, en fait, j'en ai plus. Il est en rupture de stock depuis déjà plusieurs semaines. Donc, il va falloir attendre à l'an prochain pour avoir l'agenda daté. Cependant, j'ai un agenda non daté sur 6 mois qui offre exactement la même expérience que l'agenda daté, donc ça peut être une belle alternative si jamais vous voulez essayer mon agenda. Si jamais vous vous questionnez à savoir justement, je ne sais pas si je dois poursuivre avec l'agenda électronique, l'agenda papier ou bien faire les deux, écoutez l'épisode 62. Encore une fois, le lien est dans les show notes, mais je vous révèle ici comment choisir en fait notre outil de planification pour avoir une planification optimale. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, si vous aimeriez vraiment savoir à la lettre comment je planifie ma semaine, la formation Planifier pour se réaliser, qui est à ce jour ma formation la plus vendue, la plus populaire, la plus appréciée, je pense peut-être même. C'est là que je vous révèle concrètement comment je planifie ma semaine et je ne vais pas juste vous dévoiler ma technique, on va beaucoup plus en profondeur que ça. Fidèle à moi, il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion qui vous permettent de justement aller appliquer une planification qui va fonctionner sur le long terme et pas juste sur le court terme. Donc, encore une fois, dans les show notes, j'ai mis le lien si vous avez envie de découvrir cette belle formation-là. C'est Planifier pour se réaliser. Je vous laisse ici. Je vous invite à aller peut-être planifier votre semaine si ce n'est pas encore fait ou à tout le moins planifier les choses de votre journée. Osez remettre en question également les choses que vous planifiez parce que si c'est pas important, si c'est pas urgent, ça devrait peut-être pas se retrouver à votre horaire. Et n'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, peut-être que vous pouvez m'écrire directement. En fait, la meilleure façon pour y répondre, là, me poser ces questions-là, ce serait de soit écrire en dessous sur les médias sociaux de la publication de la promotion de cet épisode-ci, ou bien tout simplement de commenter si vous m'écoutez sur Spotify ou bien sur Apple Podcast, d'écrire en commentaire, en avis vos questions. Et si je reçois un bon nombre de questions, ça pourrait être un futur épisode que je pourrais créer en répondant à d'autres questions sur la planification. Alors, merci d'avoir été avec moi et je vous dis à un prochain épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!